President Donald Trump is urging Republican lawmakers to, quote, play their Trump card in order to get the government back up and running. He fired off a number of social media posts last night saying they need to go for the, quote, nuclear option and get rid of the filibuster. That message comes as the government shutdown stretches into its 31st day. Certains gestes au sein de l'Assemblée plénière ne modifient pas seulement l'ordre du jour, mais révèlent également des fractures dans le fonctionnement habituel des pouvoirs. Lors de la session extraordinaire du Sénat, dans l'après-midi du 27 décembre, un changement inattendu dans le contenu des discours a attiré l'attention des observateurs institutionnels. Ce qui était prévu comme une clôture cérémonielle du calendrier législatif s'est rapidement transformé en un environnement de signalisation politique explicite, mais sans étiquettes partisanes apparentes. Un sénateur républicain connu pour ses positions modérées a utilisé son temps de parole pour rendre compte, sans donner de nom ni de date, de rencontres récentes avec des officiers supérieurs préoccupés par ce qu'ils ont qualifié d'érosion de la prévisibilité dans la conduite du commandement institutionnel du pays. Cette phrase, consignée dans les notes sténographiques, n'a pas eu besoin d'être complétée pour susciter des réactions immédiates parmi les analystes militaires, les juristes et les membres de la presse spécialisée. L'impact de cet épisode ne s'est pas limité à ce qui a été dit à haute voix à ce moment-là. La manière dont cette déclaration a été faite, au cours d'une session non délibérative et sans provocation de la part de l'opposition, a mis en évidence qu'il existe des couches de malaise qui sont exprimées de manière indirecte par des acteurs qui, jusqu'alors, restaient en dehors du débat public le plus vif. Ce mouvement discursif intervient à un moment où le second mandat de Donald Trump commence à consolider des modèles de centralisation décisionnelle et de tension institutionnelle qui suscitent des réactions différentes de celles qui ont marqué son premier passage à la Maison-Blanche. Depuis le début de l'année législative, l'exécutif a adopté des mesures unilatérales ayant un impact direct sur des fonctions traditionnellement partagées avec le Congrès, telles que la promulgation de décrets ayant un effet financier immédiat, l'annonce de mobilisation militaire sans consultation préalable des commissions stratégiques et la nomination de personnalités clés à des postes nouvellement créés sans approbation législative. Parallèlement, les déclarations publiques du président lui-même ont commencé à aborder des sujets sensibles, tels que l'utilisation de villes américaines pour des entraînements militaires en temps réel, dans un discours qui était auparavant réservé au moment de crise extérieure. La phrase utilisée par Trump lors d'un événement privé avec des responsables de la sécurité publique, les villes qui résistent à l'ordre doivent être reformulées comme des environnements de discipline opérationnelle, a été interprétée par les membres du Congrès comme une indication que le président envisage d'employer les forces armées sur le sol national sans le soutien juridique approprié. La gouverneure de l'Illinois, après avoir pris connaissance de cette déclaration, a convoqué une conférence de presse pour déclarer que l'utilisation de villes civiles comme zone d'entraînement pour des tactiques militaires franchit une ligne constitutionnelle qui sépare clairement ce qui relève du maintien de l'ordre exceptionnel et ce qui relève du commandement démocratique. Cette position a été rapidement suivie par des déclarations similaires de 3 autres gouverneurs, dont un républicain. Signe que les tensions institutionnelles commencent à dépasser les clivages partisans. Parallèlement, des documents internes des agences fédérales de sécurité ont commencé à circuler, contenant des révisions des protocoles d'engagement en milieu urbain, ce qui ne se produisait pas dans les cycles de planification réguliers depuis le début des années 2000. Ces documents, qui n'ont pas encore été officiellement divulgués, ont été mentionnés lors d'une audience privée par un membre du comité du renseignement de la Chambre des représentants. Ce dernier a suggéré qu'il faut comprendre si nous sommes face à une planification de la défense ou à une préparation à des scénarios de contrôle interne exceptionnels. Le système constitutionnel américain est construit avec des mécanismes de frein et contrepoids, précisément pour faire face au moment où l'une des sphères du pouvoir commence à agir en désaccord avec la logique de coopération fonctionnelle. Cependant, lorsque différents secteurs, législatifs, judiciaires, exécutifs des États, agences de régulation et une partie de la presse spécialisée commencent à émettre des signaux de malaise sans coordination directe entre eux, il ne s'agit pas seulement d'une crise entre les pouvoirs, mais d'une perte de synchronisation dans le fonctionnement de la machine institutionnelle dans son ensemble. Selon des juristes consultés par des médias spécialisés, ce décalage ne dépend pas nécessairement de la survenue d'une infraction formelle ou de l'existence d'un acte spécifique justifiant une responsabilisation immédiate. Souvent, ce qui ressort en premier lieu, c'est la perception que l'autorité formelle s'éloigne du principe de légitimité fonctionnelle. Cette perception, bien qu'elle ne se traduise pas automatiquement par des sanctions, peut modifier profondément la manière dont les ordres sont exécutés,
dont les discussions sont menées et dont les instances subalternes de la bureaucratie réagissent aux commandes verticales de l'exécutif. C'est sur ce point que l'épisode survenu au Sénat prend toute son importance structurelle. Le recours à un discours de fin d'année pour introduire, de manière codée, une critique du fonctionnement actuel de la présidence ne suffirait pas, à lui seul, à déclencher un processus de responsabilisation formelle. Cependant, l'accumulation de signes similaires, tels que la réactivation des articulations pour un nouveau cycle de résolution de destitution, la reprise du débat sur l'applicabilité du 25e amendement et la circulation de manifestes demandant la démission pour incapacité fonctionnelle, indiquent qu'il existe une convergence thématique en cours, même si elle n'est pas coordonnée de manière centralisée. En d'autres termes, les vecteurs institutionnels de contention semblent évoluer de manière autonome, mais convergente, pour redessiner les limites de l'acceptable dans l'exercice de la présidence. Si vous suivez cette chaîne, vous savez déjà que nous ne nous concentrons pas uniquement sur les gros titres, mais aussi sur les signes qui précèdent les changements de tendance. Nous continuons à observer de près les mouvements qui indiquent des inflexions systémiques encore à un stade précoce, avec l'engagement d'apporter des analyses fondées et exemptes de raccourcis interprétatifs. C'est dans ce contexte que des résolutions législatives auparavant considérées comme symboliques ont été réexaminées avec une autre intensité. La H-Series 353, présentée fin avril par un groupe bipartite de parlementaires, contient 7 chefs d'accusation contre le président, allant de l'entrave à la justice à la création de structures administratives jugées inconstitutionnelles. Bien que son adoption ait rencontré une certaine résistance au sein des commissions contrôlées par les alliés de Trump, le simple fait qu'elle continue d'être citée dans les rapports de recherche législative, mentionnée lors d'audiences et intégrée dans les discours des parlementaires centristes, montre qu'elle reste une référence juridique latente, susceptible d'être réactivée à tout moment. Il en va de même pour la H 537, plus récente, qui se concentre exclusivement sur la question de l'autorisation des attaques militaires contre l'Iran. Ce deuxième texte vise principalement à établir que la prérogative de déclarer la guerre appartient exclusivement au Congrès, et que le comportement de l'exécutif a non seulement ignoré cette exigence, mais a également créé un précédent institutionnel qui, s'il n'est pas annulé, pourrait modifier de manière durable l'architecture de la séparation des pouvoirs. Ces résolutions, bien que différentes dans leur portée, partagent un élément commun: l'utilisation explicite d'un langage de responsabilisation. En indiquant que les actes décrits justifient un jugement et une destitution, les auteurs établissent un lien direct entre la conduite et la conséquence institutionnelle. Ce lien, même s'il ne s'est pas encore traduit par des votes majoritaires, produit un effet de cristallisation interprétative. En d'autres termes, il crée un registre public, indiquant que certains comportements n'ont pas passé inaperçus, et que pour une partie du pouvoir législatif, il constitue une violation grave du contrat constitutionnel. Cet effet est amplifié lorsque le même langage est reproduit dans des documents secondaires, tels que les avis des commissions, les rapports techniques et les notes d'information distribuées aux conseillers parlementaires. Parallèlement à ce qui se passe au Congrès, des mouvements s'observent sur d'autres fronts. Les gouverneurs d'État clés agissent comme des vecteurs d'alerte institutionnels, anticipant souvent des thèmes qui, quelques jours plus tard, gagnent en importance dans les commissions législatives ou les audiences publiques. La déclaration du gouverneur de l'Illinois, par exemple, affirmant que Trump montre des signes d'incapacité cognitive incompatibles avec la fonction de chef de l'exécutif, n'était pas seulement un discours partisan. Elle était accompagnée d'une note envoyée à la délégation de l'État au Congrès, demandant une évaluation technique de l'applicabilité du 25e amendement. Ce type d'articulation, même sans conséquences pratiques immédiates, a un poids important, surtout lorsqu'il implique des dirigeants ayant une base électorale solide et un dialogue consolidé avec les secteurs de la justice de l'État. D'un point de vue historique, il existe des précédents où la pression simultanée de différentes couches institutionnelles a conduit à l'ouverture de procédures formelles, même face à une majorité législative opposée. L'affaire du Watergate, bien que différente en termes de contexte et de portée, illustre comment la combinaison d'enquêtes locales, de fuites stratégiques et d'articulation interinstitutionnelle peut, avec le temps, modifier le calcul politique des dirigeants partisans. Plus récemment, les 2 procédures de destitution auxquelles Trump a été confronté au cours de son premier mandat ont démontré que la répétition de comportements contestés sur le plan institutionnel génère une sorte de mémoire accumulée, dans laquelle les nouveaux épisodes sont interprétés
non pas comme des événements isolés, mais comme la continuation d'un schéma précédemment identifié. La présence de campagnes organisées par la société civile, telles que le mouvement Impeach Trump Again, qui affirme avoir recueilli près d'1 million de signatures en faveur de la destitution du président, ajoute une pression diffuse, mais persistante. Bien que ces mouvements n'aient pas d'effet juridique direct, leur capacité à maintenir le sujet d'actualité dans la sphère publique alimente le discours selon lequel il existe un désaccord entre une partie importante de la population et le titulaire de la plus haute fonction exécutive. La présence constante de ce type de revendications sur les réseaux sociaux, les forums communautaires et les audiences publiques modifient l'environnement politique dans lequel les décisions sont prises, obligeant les dirigeants à prendre en compte non seulement les risques institutionnels, mais aussi les coûts électoraux de l'inaction. Au sein du ministère de la Justice, des informations obtenues par les médias indiquent que les services techniques ont discuté, à titre préliminaire, des implications d'une éventuelle invocation du 25e amendement par le cabinet présidentiel. Bien que cette alternative soit considérée comme politiquement improbable en raison du profil majoritairement loyal des secrétaires actuels, le simple fait qu'elle figure dans des documents d'évaluation interne montre que cette hypothèse n'est plus considérée comme taboue. Les juristes consultés par des publications universitaires spécialisées soulignent que le texte de l'amendement n'exige pas de preuves médicales formelles, mais seulement l'évaluation que le président ne peut exercer les pouvoirs et les devoirs de sa fonction. Cette formulation, étant large, permet une interprétation extensive, en particulier dans les situations où des comportements répétés indiquent une possible incapacité de jugement. C'est à partir de ce point que le scénario actuel commence à être interprété non seulement comme un conflit entre les pouvoirs, mais aussi comme un processus de consolidation institutionnelle d'alternative à la poursuite du mandat. Même s'il n'y a pas de consensus sur la viabilité de chacune des voies disponibles, destitution, 25e amendement ou démission, la simple existence de mécanismes juridiques pouvant être activés sur différents fronts renforce l'hypothèse selon laquelle le système est en mode d'auto-ajustement. Ce type de mouvement ne dépend pas nécessairement de leaders charismatiques ou d'événements spectaculaires. Souvent, l'accumulation lente d'un malaise, formalisé dans des documents, des discours et des signaux techniques, suffit à provoquer des inflexions importantes. C'est pourquoi nous continuons à suivre chacun de ces développements avec une attention particulière, en cherchant à comprendre comment les signaux institutionnels s'articulent, avant qu'ils ne deviennent irréversibles. Si vous appréciez ce type d'analyse continue et contextualisée, ce canal reste attentif à ce qui ne fait pas encore la une des journaux, mais qui pourrait devenir un événement historique. Selon les informations disponibles, il n'existe toujours pas de consensus entre les experts en droit constitutionnel, les parlementaires et les analystes institutionnels sur la manière d'interpréter l'ensemble des pressions qui pèsent actuellement sur le mandat de Donald Trump. La simultanéité entre les projets de destitution, les invocations du 25e amendement et les manifestations publiques demandant sa démission est un fait concret. Mais ce qu'elle représente exactement, qu'il s'agisse d'une crise constitutionnelle, d'un ajustement institutionnel ou simplement d'une impasse temporaire, reste controversé. Certains considèrent cette superposition comme une démonstration que le système réagit à une situation exceptionnelle en utilisant les mécanismes juridiques prévus. D'autres observateurs estiment quant à eux que la multiplicité des fronts, sans coordination explicite, relève davantage du bruit politique que d'une articulation efficace de la responsabilisation. Néanmoins, tous reconnaissent que la combinaison de ces facteurs maintient le mandat sous surveillance constante, même si jusqu'à présent, aucune perte formelle d'autorité n'a été constatée. Pour certains constitutionnalistes consultés, la plus grande difficulté réside dans la détermination du degré auquel le comportement du président s'écarte, de manière vérifiable, des responsabilités inhérentes à sa fonction. La Constitution des États-Unis, dans sa rédaction originale, adopte des propositions intentionnellement ouvertes quant aux critères d'impeachment. L'expression « aux crimes et délits » contenue dans l'article sur la destitution n'a pas de définition juridique précise, ce qui nécessite une interprétation politique et contextuelle. De même, l'expression « incapacité à exercer les fonctions de sa charge » prévue dans le 25e amendement nécessite un jugement institutionnel et la construction d'un consensus dans des environnements fonctionnant à la majorité simple ou qualifiée. Cela signifie que, même face à des actes susceptibles d'être contestés, l'application de ces mécanismes dépend d'un alignement politique qui, dans la conjoncture actuelle, n'est pas encore consolidé. Les analystes les plus prudents rappellent la deuxième procédure de destitution de Trump
au cours de son premier mandat. Lorsque malgré une majorité simple à la Chambre des représentants, le Sénat n'a pas obtenu suffisamment de voix pour le condamner. À cette occasion, une partie de la défense a fait valoir que les faits étaient déjà connus du public avant l'élection, de sorte que l'électorat aurait renouvelé le mandat en pleine connaissance de cause. Cette discussion a mis en évidence les limites de la responsabilité institutionnelle lorsque les mécanismes électoraux semblent valider des actes discutables. Dans le scénario actuel, on observe une situation analogue. La réélection de Trump, après 2 tentatives formelles de destitution, conduit certains alliés à considérer que la question de sa légitimité est close, tandis que d'autres soutiennent que la victoire électorale ne garantit pas l'immunité face à de nouveaux actes qui dépassent les limites légales de la fonction présidentielle. Certaines interprétations considèrent également la situation actuelle comme le résultat de l'épuisement des formes traditionnelles de médiation politique. La difficulté du dialogue entre les pouvoirs, la polarisation intense entre les bases électorales et l'instrumentalisation constante des structures institutionnelles à des fins de disputes partisanes ont créé un environnement dans lequel toute tentative de responsabilisation tend à être perçue comme une attaque idéologique. Les universitaires, qui étudient les crises démocratiques comparées, soulignent que, dans des contextes d'érosion institutionnelle, les mécanismes constitutionnels d'autocorrection fonctionnent de manière retardée, uniquement lorsque le coût politique de l'inaction devient insoutenable. Ainsi, le système reste fonctionnel, mais réagit de manière décalée par rapport aux faits qui justifieraient une intervention immédiate. Une autre perspective analytique suggère que la tension actuelle reflète une nouvelle phase du présidentialisme américain, caractérisée par une concentration progressive du pouvoir dans l'exécutif. Depuis la période de la guerre froide, et de manière plus intense après les attentats du 11 septembre, la présidence a centralisé des prérogatives auparavant réparties entre différents organes, créant ainsi des déséquilibres institutionnels progressifs. Dans ce contexte, la gestion de Donald Trump ne serait pas une rupture sans précédent, mais la manifestation ultime d'un processus continu de centralisation du pouvoir. Le défi ne se limite donc pas à contenir un président spécifique, mais à redéfinir les limites institutionnelles qui ont permis une telle accumulation de pouvoir, indiquant la nécessité de réformes structurelles qui dépassent par la conjoncture immédiate. En revanche, des voix pragmatiques au Congrès soulignent que les tentatives de destitution à ce stade pourraient lui produire l'effet inverse, renforçant les discours de persécution politique et aggravant l'instabilité institutionnelle. Pour ce groupe, la stratégie la plus prudente consiste à attendre la réorganisation des forces politiques après les élections intermédiaires de 2026, lorsque la nouvelle composition de la Chambre pourra refléter plus précisément la disposition de l'électorat à l'égard de l'avenir du mandat présidentiel. Malgré cela, des projets, des résolutions et des documents continuent d'être élaborés, discutés et archivés, afin de pouvoir être activés rapidement si la situation politique venait à changer. Le débat reste donc ouvert. Les résolutions formelles accusant le président d'actes autoritaires, les déclarations publiques sur d'éventuels signes d'incapacité cognitive et les campagnes populaires largement soutenues indiquent un malaise réel, même s'il n'est que partiellement opérationnel. L'absence de vote suffisant pour l'application des mécanismes constitutionnels ne diminue en rien la pertinence du scénario. Au contraire, elle met en évidence une situation de compression institutionnelle maximale, dans laquelle les instruments de contention sont mobilisés. Members are directed to Dans ce uphold contexte, and maintain un the champ de quorum in dispute se the dessine House autour de and la to cease signification de any l'autorité further présidentielle. disruptions. Chaque nouvel épisode, une déclaration controversée, un décret contesté ou une réaction institutionnelle, contribue à donner l'impression que le mandat actuel fonctionne sous surveillance permanente et avec une légitimité négociée. À ce jour, il n'existe pas d'interprétation dominante quant à l'issue de ce cycle. On observe que la normalité administrative a été remplacée par une stabilité précaire, soutenue par un équilibre délicat des forces, susceptible de changements rapides en fonction des décisions politiques, des évaluations juridiques ou des variations de la perception publique. Nous suivons ce processus avec une attention constante, non pas pour fournir des réponses définitives, mais pour enregistrer le comportement des institutions face à leurs propres limites. Si ce type d'analyse aide à comprendre des scénarios de plus en plus complexes, continuez à le suivre, car les disputes autour du mandat présidentiel sont toujours en cours.